Alors, quand on parlait d'égalité, d'ascension sociale, d'égalité des chances, je précise que tous les mouvements d'éducation nouvelle n'ont pas forcément été pour l'égalité. C'est pas forcément l'objectif des mouvements d'éducation nouvelle. Vous avez des mouvements d'éducation nouvelle qui sont élitistes, clairement. Vous avez des écoles qui s'inspirent de l'éducation nouvelle, qui sont des écoles privées extrêmement chères. Peut-être. Mais les méthodes qui sont promues par l'éducation nouvelle sont des méthodes qui peuvent permettre de résoudre beaucoup des problèmes qu'on a mis en évidence dans l'école massifiée. Alors, je vous donne quelques exemples de personnalités de l'éducation nouvelle. Par exemple, Édouard Claparède, qui était suisse et qui avait ouvert à Genève une école. Lui, c'est l'auteur de la formule « Il faut mettre l'enfant au centre ». Mettre l'enfant au centre, alors ça veut dire beaucoup de choses, on y reviendra parce que c'est une formule qui a été beaucoup travestie, mais ça veut dire clairement que l'école, elle est organisée pour l'enfant. Et tout dans l'école doit être organisé en fonction de l'enfant, de façon à ce que tout soit éducatif. Donc rien n'est laissé au hasard, en fait. Tout ce qu'on fait dans l'école, c'est fait en fonction de ce qu'on estime être les besoins éducatifs de l'enfant. Et il y a une autre formule que j'aime bien de Claparède, c'était un peu la façon dont il présentait son école qu'il avait ouverte à Genève en 1905. C'était que c'est une école où les enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Attention, hein, l'éducation nouvelle, c'est pas forcément on laisse les enfants faire n'importe quoi. Non, c'est une école où les enfants veulent ce qu'ils font. Ça rejoint ce que je disais sur l'implication volontaire de l'enfant dans ses activités. Une école où les enfants veulent ce qu'ils font. Alors, grande star de l'éducation nouvelle, Maria Montessori. Maria Montessori est très connue parce que là, ces dernières années, depuis 5-6 ans, il y a eu une récupération commerciale, on va dire, du label Montessori. Maria Montessori était médecin en Italie, la première femme médecin en Italie. Dans les années, vous voyez, elle devient médecin à la fin du 19e siècle. À l'époque, ce n'était pas encore trop la mode en Italie qu'une femme fasse des études de médecine. Et elle ouvre, dans la banlieue de Rome, elle ouvre une maison qu'elle appelle la Casa dei Bambini, donc la maison des enfants, où elle développe des activités particulières, orientées toutes vers l'acquisition de l'autonomie. Comment faire pour que l'enfant travaille lui-même? Et la formule que j'aime bien dans la réflexion de Maria Montessori, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Vous verrez l'oxymore qu'il y a dans cette formule. « Aide-moi à faire tout seul », c'est voilà, il faut que j'apprenne à être autonome. En même temps, il faut que tu m'aides à devenir autonome. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant, c'est fondamentalement ça, l'éducation. C'est aider l'enfant à faire tout seul. Et Maria Montessori assumait clairement cet oxymore, cette contradiction, et ça l'a amené à penser toute une école. Alors, on connaît bien tous les jeux Montessori. Alors, c'était surtout dans l'école maternelle que ça s'est développé. Hein. Les jeux Montessori, le mobilier adapté à la taille de l'enfant. En fait, l'enfant n'est pas considéré comme un adulte imparfait. Elle a compris tout de suite que l'enfant, il a sa particularité et qu'il faut lui permettre de s'épanouir dans sa vie d'enfant avant de commencer à lui faire penser d'être un adulte. Et donc, elle a développé tout un système d'outils pour permettre aux enfants de travailler en autonomie. Je vous ai mis aussi le nom de Paul Robin, qui était un militant anarchiste, qui a été directeur d'un orphelinat. Et cet orphelinat, c'était un lieu où les éducateurs, et particulièrement Paul Robin justement, travaillaient aussi bien sur le corps que sur l'esprit, ou sur les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que l'école n'était pas seulement un lieu où on apprenait à lire et à écrire, mais c'était un lieu où on apprenait les relations interpersonnelles, où on apprenait à maîtriser son corps. Aussi, l'éducation physique jouait un grand rôle, l'hygiène avait une place très importante dans son orphelinat, et c'était, comme je vous disais, l'idée de ne rien laisser au hasard, justement, dans l'organisation de l'école, où tout doit être orienté vers un but éducatif. Lui aussi mettait l'enfant au centre. Et puis alors, bon, le personnage le plus emblématique sans doute de la mouvance de l'éducation nouvelle, c'est Célestin Freinet. Célestin Freinet, lui qui est devenu instituteur dans
dans les Alpes-Maritimes après la Première Guerre mondiale. Il a été gravement blessé pendant la Première Guerre mondiale, il a été atteint au larynx et il en a gardé l'impossibilité d'élever la voix. Célestin Freinet ne savait pas parler fort, ne pouvait pas, ou du moins se fatiguait très vite quand il parlait fort, ce qui pour un instituteur est gênant. Du coup, il a arrêté de parler face à ses élèves en situation frontale, comme un prêtre dans sa chaire, comme un avocat au prétoire ou comme un député à la tribune, ce qui était un peu les modèles de la classe. Célestin Freinet a installé son bureau au fond de la classe. Donc à l'inverse, au lieu d'être devant les élèves, il était derrière. Et en fait, il laissait les élèves travailler eux-mêmes, et les élèves venaient le voir lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Donc là, il y a encore l'idée de l'autonomie, bien sûr. Mais pour ça, pour que les élèves travaillent en autonomie, il faut leur donner des activités, il faut leur donner des objectifs, il faut leur donner des activités qu'ils peuvent s'approprier. Et donc, l'une des activités pour Célestin Freinet, c'était de gérer l'école. Ce sont les enfants qui doivent gérer l'école, ils sont responsables de l'école. Alors on organise un système de responsabilité tournante. D'ailleurs, c'est les élèves entre eux qui gèrent cette rotation des activités. Dans l'école, il y a plein de choses à gérer, parce que c'est pas le tout de dire aux élèves vous allez gérer l'école, mais il faut avoir des choses à gérer dans l'école. Alors, par exemple, il y a une bibliothèque. Ah, ça, oui, c'était une innovation, la bibliothèque de classe. En général, il y avait éventuellement un manuel scolaire, ça s'arrêtait là. Non, chez Célestin Freinet, on avait trouvé le moyen d'acheter des livres. Alors, il avait beaucoup engagé ses économies personnelles, Célestin Freinet. Il avait acheté des livres pour équiper la bibliothèque de classe. Et puis, pour financer tout ça, il avait monté une coopérative. Mais alors, la coopérative, il fallait la gérer. Alors, gérer la coopérative, ça aussi, c'est une activité dont les élèves sont responsables. Et puis, dans l'école, comme on était à la campagne, on élevait des animaux. Il y avait des lapins, il y avait des poules. Et bien, pareil. Il faut tous les jours un responsable des lapins, des poules, il va falloir nettoyer les clapiers. Célestin Freinet a acheté une presse à imprimer. Donc on édite un journal, et puis on développe un partenariat avec d'autres écoles, et on correspond. Il a développé une correspondance scolaire, il fait écrire les enfants. Il pratique le texte libre, il laisse les enfants écrire ce qu'ils veulent, et puis ensuite on en discute, on évalue, et ça permet aux enfants de comprendre ce que c'est qu'un bon texte. Et il organise des systèmes de plans de travail, où chaque élève a son propre plan de travail, qui est négocié avec le maître, pour prendre conscience des progrès qu'il doit faire. Donc voilà quelques exemples de l'éducation nouvelle. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que l'éducation nouvelle, c'est un mouvement très important qui continue aujourd'hui encore à fédérer des milliers de militants pédagogiques, des enseignants de terrain, très souvent, mais aussi des gens investis dans les associations d'éducation populaire. Beaucoup se sont créés justement dans cette mouvance de l'éducation nouvelle, dans le scoutisme notamment, dans la formation d'adultes. Voilà, on trouve beaucoup d'idées qui viennent de l'éducation nouvelle. Et je vous conseille, moi, pour en savoir plus, d'aller regarder, j'ai mis le lien dans la Dropbox, le site de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux qui fait partie des admirateurs de l'éducation nouvelle et qui lui-même a essayé en tant qu'enseignant de pratiquer un petit peu ces méthodes-là. Philippe Mérieux, sur son site, a mis 26 vidéos qu'il avait faites il y a une vingtaine d'années, et chaque vidéo présente en 13 minutes un des penseurs de l'éducation nouvelle. Donc vous en avez 26, vous en avez une sur Célestin Freinet, une sur Maria Montessori, vous en avez une sur Claparède, enfin voilà, et vous en avez 26 comme ça, elles sont toutes très intéressantes et donnent toujours des exemples filmés dans des écoles pour voir un peu ce que c'est que ces pédagogies de l'éducation nouvelle. Donc j'ai mis le lien dans la Dropbox, voilà, regardez ça, c'est très intéressant. Tous ces mouvements d'éducation nouvelle apportent des réponses aux problèmes de l'école, même bien avant que l'école soit massifiée. Et ce mouvement a fédéré donc des milliers de militants, mais il a aussi beaucoup influencé les cadres de l'éducation nationale. Il y a eu beaucoup de personnalités haut placées au ministère qui étaient très favorables à ces idées, qui venaient de ce milieu-là, et on les retrouve notamment, le moment le plus fort peut-être d'influence des militants de l'éducation nouvelle, c'est le plan Langevin-Wallon.
1947, à la Libération, ce plan qui a été imaginé pour réformer l'école et qui finalement s'est endormi au fond d'un tiroir et a été quasi oublié en 1947, le plan Langevin-Wallon a été rédigé par des gens qui étaient très inspirés par le mouvement de l'éducation nouvelle. Alors le fait que le plan Langevin-Wallon ait dormi dans un tiroir, c'est assez révélateur du destin de l'éducation nouvelle au fond. On peut se dire que l'action concrète et l'influence de l'éducation nouvelle, elle est restée limitée. Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de maîtres, particulièrement dans le primaire, essaient d'appliquer des principes et des idées qui, sans forcément porter le label Freinet, Montessori, Ouri, Claparède ou autre, ont leur origine dans les réflexions des penseurs de l'éducation nouvelle. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'influence. Donc ils ont eu une influence longue, déterminante. Il n'empêche que cette influence, elle est restée dans des niches. Ça a été les sorties scolaires, ça a été la pratique des ceintures de couleurs, par exemple, ou des initiatives de ce genre, mais qui ne sont pas toujours articulées à une vraie réflexion sur ce qu'on pourrait faire pour changer l'école, alors que c'était le sens de la réflexion des penseurs que je vous ai présentés. Au bout du compte, l'éducation nouvelle, elle est vraiment mise en œuvre dans une poignée d'établissements expérimentaux. On a un peu partout des établissements expérimentaux. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement marginaux. Pourquoi ils sont extrêmement marginaux ? Parce que tout simplement, c'est très difficile de créer un établissement expérimental dans l'éducation nationale. C'est un système monolithique et le droit à l'expérimentation n'a été reconnu que récemment et il reste très fortement encadré et difficile de l'envisager au-delà d'une classe. À l'échelle d'un établissement, c'est très difficile. Je vous renvoie là-dessus à un livre qui fait une liste d'exemples, par exemple, de développement d'idées qui viennent de l'éducation nouvelle. Ça s'appelle « Bonne nouvelle de l'école ». Bonne nouvelle de l'école ou Territoire vivant de la République. Voilà, 2 livres très intéressants. Bonne nouvelle de l'école et Territoire vivant de la République. Ça décrit, chaque chapitre décrit une expérience de terrain dans une école primaire, une école maternelle, un lycée, un collège, un lycée professionnel. Enfin, vous avez de tout. Très intéressant. Bref, si on fait le bilan un petit peu, on peut se dire que l'école a absorbé la massification. Mais l'école, au fond, ne s'est pas transformée réellement de façon volontaire et délibérée. En fait, la dynamique réformatrice, c'est surtout l'éducation nouvelle qui la porte, et ça ne s'est poursuivi que dans la marginalité. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.